Et si l'hymne européen n'était plus une ode à la joie, mais plutôt un genre de chant du cygne d'une Europe attaquée de toutes parts. On voit bien que la guerre n'est pas si loin que ça. Le danger est tout simplement palpable et c'est effrayant. L'invasion russe en Ukraine a réveillé les craintes dans plusieurs pays européens. Avec 360 km de frontières communes avec la Russie, l'Estonie se sent menacée. Une Russie conquérante qui multiplie aussi les attaques informationnelles. Cette propagande russe, qu'ils reçoivent tous les jours par Internet ou par la télévision, ça influence vraiment l'esprit des gens. Mais l'Union européenne est aussi dans le viseur de l'Amérique de Donald Trump. Les États-Unis vont imposer une taxe de 15% sur la grande majorité des marchandises européennes. Une institution malmenée également de l'intérieur par les extrêmes. Nous croyons en l'Europe. Nous avons besoin d'une Union européenne. Nous devons la préserver pour l'avenir. C'est pourquoi nous aimerions la changer et non la détruire. Comment l'UE peut-elle résister ? Doit-elle trouver de nouvelles alliances, notamment avec le Canada ? Ce serait une bonne chose qu'on soit tous ensemble avec l'Europe. Bref, les 27 comptent-ils encore ? Question posée ce mois-ci dans Objectif Monde. Bienvenue à toutes et à tous. Pour notre numéro de rentrée, nous avons donc choisi de nous installer le temps d'une émission au Parlement européen ici à Strasbourg. C'est là, derrière moi, que bat le cœur de l'Union européenne. Une Europe menacée de l'intérieur, attaquée de l'extérieur. Comment peut-elle résister ? Doit-elle trouver de nouvelles alliances, notamment avec le Canada ? Nous allons poser ces questions à ceux qui sont au centre des débats. Les députés européens Anna Miranda, Sandro Gozi et Christophe Gomart. Mais un autre sujet agite l'hémicycle. Il s'agit de Gaza. Dans son discours sur l'état de l'Union, la présidente de la Commission européenne a eu des mots très forts concernant la situation dans l'enclave palestinienne. On l'écoute. Ce qui se passe à Gaza ébranle la conscience du monde. Des personnes sont tuées alors qu'elles mendient de la nourriture. Des mères tiennent dans leurs bras des bébés sans vie. Ces images sont tout simplement catastrophiques. La famine causée par l'homme ne peut jamais servir d'arme de guerre. Pour les enfants, pour l'humanité, cela doit cesser. Allez, on retrouve nos invités sur le plateau du Parlement européen. Avec nous, Anna Miranda, vous êtes députée européenne du groupe des Verts, Alliance Libre Européenne. Et en Espagne, vous êtes du bloc nationaliste galicien. Avec nous également Sandro Gozi, vous êtes député européen de la délégation Europe Ensemble, groupe Renew Europe et secrétaire général du Parti démocrate européen. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Christophe Gomart, général Gomart, puisque vous avez été militaire. Vous êtes aujourd'hui député européen et membre du Parti français Les Républicains. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question à vous, Anna Miranda. Une réaction à l'interpellation de la présidente de la Commission européenne eu égard à la situation à Gaza? Bonjour et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous. Et ma réaction, c'est qu'elle arrive trop tard. Elle arrive trop tard parce qu'après 2 ans de génocide, et c'est vraiment un génocide, les paroles de Mme von der Leyen, avec beaucoup d'hypocrisie quand on l'a demandé une intermédiation avec Israël, elle n'avait rien fait. C'est vrai qu'il y a le temps de changer en politique. Et c'est vrai que les paroles arrivent, on les donne la bienvenue, mais arrivent trop tard. Sandro Gozi, à travers ce que dit Anna Miranda, on sent la division des Européens, en tout cas des 27 de l'Union européenne sur ce sujet de Gaza. Quelle est votre position et comment vous expliquez cette division ? On doit faire très attention tout d'abord aux mots qu'on utilise. Sans doute, les droits internationaux humanitaires sont gravement violés à Gaza. Ce qu'on voit du point de vue humanitaire absolument horrible. En ayant eu une longue expérience en Bosnie pendant et après la guerre, je peux dire que parfois, à Gaza, ça peut me rappeler un peu la purification ethnique, mais utiliser le mot génocide, il n'y a pas la volonté de la part des Israéliens d'éliminer tous les Palestiniens qui existent dans le monde. Donc déjà, si on évitait d'utiliser les catégories juridiques pour créer des divisions politiques, on pourrait avancer beaucoup mieux. Je crois que ce qu'elle a dit, la présidente von der Leyen, va absolument dans le bon sens. Pas seulement
augmenter énormément nos efforts pour arrêter cette catastrophe humanitaire inacceptable qui se passe à Gaza, mais aussi commencer à sanctionner les ministres plus extrémistes du gouvernement israélien qui sont en train de faire les plus grands dégâts qu'on a vus depuis la Deuxième Guerre mondiale à la cause d'Israël. Et je crois que du point de vue européen, ceci est inacceptable. Christophe Gomart, vous pensez aussi, comme Anna Miranda, que peut-être l'Europe a tardé à se réveiller et à prendre position sur la situation humanitaire à Gaza ? Je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve que la présidente von der Leyen, qui commence à parler de Gaza, Gaza a commencé comment? On va se le rappeler, par un massacre terrible, le 7 octobre 2023. C'est dingue ce qui s'est passé, et on oublie ça. C'est-à-dire que si on ne commence pas par ça, on ne peut pas comprendre cette situation. Ensuite, parler de génocide me semble dingue. Oui, il y a eu un génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, il n'y a pas de génocide. Si les Israéliens voulaient vraiment créer un génocide, ils tueraient tout le monde. Ce n'est pas le cas. Ils préviennent les gens, ils font des ciblages assez précis, etc. Donc, il n'y a pas de génocide. C'est fou, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, avec Sandro Gozzi. Il n'y a pas de génocide. On va arrêter d'utiliser des termes pour renverser une tendance et oublier que les Juifs, en effet, ont été génocidés pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on sait qu'il y a un gros débat autour de l'emploi de ce mot génocide. Je voudrais qu'on avance un petit peu, Anna Miranda. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé justement vouloir sanctionner les ministres israéliens extrémistes, mettre en cause aussi l'accord qui lie Israël à l'Union européenne, puisque l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Qu'en pensez-vous? C'est une solution? La solution, c'est les sanctions, parce qu'il y a un génocide, et ce n'est pas moi, une députée qui le dit, c'est le droit international qui le dit, c'est aussi la Cour internationale de justice, et c'est aussi toutes les organisations qui travaillent sur les droits de l'homme, Human Rights Watch, Amnesty International, la haute représentante pour la Palestine, Madame Albanese, et donc c'est déjà trop clair. Et ça n'a pas commencé le 7 octobre. Alors pour vous, on comprend, c'est pas assez. Pour vous, on comprend ce que demande Ursula von der Leyen n'est pas assez, c'est ça? Mais c'est un État qui a fait l'occupation, qui fait l'occupation. Et je pense, je discrète de mes collègues, qu'il y a une intention d'éliminer une population, la population palestinienne. Et ça, c'est un des éléments. L'application de la famine, c'est autre des éléments. Un droit international humanitaire, que c'est aussi des questions que c'est au-dessous. Alors, on comprend, Christophe Gomart, que vous n'êtes absolument pas d'accord avec le point de vue d'Anna Miranda. C'est assez, c'est suffisant, ce que veut faire Ursula von der Leyen pour faire... Non mais attendez. Cesser cette famine existe. L'Europe, je vais vous dire, l'Europe, Ursula von der Leyen nous a livré que du bon sentiment. On nous a fait applaudir une grand-mère ukrainienne qui avait été chercher son petit-fils, en effet, en Russie, c'était assez remarquable. On nous a fait applaudir un pompier grec. C'est l'Europe des bons sentiments. On n'est pas dans le bon sentiment. Il y a en effet un conflit majeur. Je rappelle qu'en 1948, comment ça s'est passé en 1948 ? L'ONU a créé 2 États. Un État, en effet, juif, Israël, et un État palestinien. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Les États arabes ont fait la guerre tout de suite à Israël. Et depuis ce temps-là, jamais les Palestiniens n'ont accepté la création d'un État d'Israël. Jamais. Comment peut-on arriver à une paix quand un peuple veut détruire l'autre de façon permanente ? C'est les Palestiniens qui veulent détruire Israël et pas l'inverse. C'est votre point de vue, Christophe Gomart. Sandro Gozzi, vous pensez, vous, qu'Ursula von der Leyen, sa position, c'est assez, finalement, juste de sanctionner les ministres extrémistes israéliens et de remettre en cause une partie de l'accord qui lie l'Union européenne et Israël ? Moi, je crois qu'elle a fait le maximum que la Commission européenne, avec les limites juridiques dans lesquelles elle se trouve, elle peut faire. Il faut rappeler que les décisions plus dures vis-à-vis de la relation bilatérale entre l'Union européenne et Israël dépendent des États membres, dépendent du Conseil et en grande partie dépendent de l'unanimité des 27 gouvernements au Conseil. Et les Européens ne sont pas unis sur la question de ce qui se passe, de comment définir ce qui se passe et de comment réagir à ce qui se passe. Mais moi, j'insiste, si on arrêtait de se disputer sur la question des catégories juridiques. Il n'y a pas d'accord. Là aussi, on fait des analyses différentes. Et moi, je suis convaincu de ce que je dis. Je suis convaincu qu'il y a violation du droit humanitaire, mais le génocide, c'est quelque chose qui est complètement différent. Mais au lieu de se quereller, comme ça passait lors de la dernière session du Parlement européen, où les groupes sont divisés autour de ça, regardons ce que nous pouvons vraiment faire pour arrêter cette catastrophe humanitaire et pour arrêter l'irréparable. Parce que c'est la stratégie de Netanyahou à Gaza, mais surtout, on n'en parle pas assez, ce qu'il fait en Cisjordanie avec les colonies.
et rendre absolument impossible travailler sur la question des deux États, politiquement, c'est bien plus grave. Pas du point de vue humanitaire, mais politiquement, la chose la plus préoccupante, c'est la stratégie des faits accomplis des Netanyahou et de ses ministres en Cisjordanie, parce qu'ils veulent éliminer les conditions concrètes pour qu'on parle avec crédibilité de la seule solution possible, que c'est les deux peuples et deux États. Allez, messieurs, mesdames, on va continuer justement sur un autre sujet qui alimente les débats au Parlement européen. Il s'agit de la menace russe. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les pays baltes redoutent d'être les prochaines cibles. Reportage en Estonie et en Lettonie, qui sont parmi les derniers pays à avoir intégré l'Union européenne. C'est un reportage signé Hélène Hugues pour nous les Européens sur France Télévisions. Au beau milieu de la forêt estonienne, des hommes et des femmes s'entraînent au combat. Certains tirent au fusil d'assaut pour la première fois de leur vie. L'ennemi potentiel est clairement désigné. J'essaie d'apprendre à tirer, parce que la Russie n'est pas très loin. Je suis venu ici parce que j'ai peur que la Russie prenne le contrôle de l'Estonie. Car s'ils gagnent en Ukraine, il leur sera facile de venir conquérir les pays baltes. En dépit des apparences, Mehmet n'est pas un militaire professionnel. Dans la vie courante, il est employé d'aéroport. Tous ici sont comme lui des civils. Un pas plus bas, enlevez le verrou de sécurité. Depuis la guerre en Ukraine, ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre la Ligue de défense d'Estonie. Une organisation paramilitaire financée par l'État, forte aujourd'hui de 30 000 volontaires prêts à épauler l'armée régulière estonienne qui ne compte que 4 000 soldats. Avec 360 km de frontières communes avec la Russie, l'Estonie se sent menacée. Et pour son ministre de la Défense, les provocations ont déjà commencé. À la frontière, bien sûr qu'ils nous testent. Ils enlèvent des bouées sur la rivière Narva. Ils ont essayé d'interférer dans nos élections. Ils ont attaqué des voitures. Ils ont brûlé la voiture d'un journaliste, la voiture personnelle du ministre de l'Intérieur. Donc bien sûr, on doit rester calme. On rend public ces attaques pour montrer que la Russie est hostile, même si elle ne nous attaque pas militairement. Annexés pendant près de 50 ans par l'URSS, les pays baltes sont devenus indépendants en 1991, après la chute de l'Empire soviétique. Les chars sont partis, mais de nombreux civils russes sont restés. Cette minorité russe ou russophone représente aujourd'hui 30% de la population estonienne. Une grande partie vit à Narva, ville frontière. La Russie est à moins d'une centaine de mètres de l'autre côté de la rivière. Un seul point de passage, ce pont, entre deux châteaux forts qui semblent se défier. Au milieu du pont commence la Russie. Un peu ironiquement, ce pont est appelé le pont de l'amitié, mais comme vous pouvez le voir, c'est fermé. Le pont de l'amitié est désormais interdit aux véhicules. Il ne peut être traversé qu'à pied, avec des restrictions claires pour les Russes qui veulent entrer en Estonie. Si un citoyen russe veut venir en Estonie comme touriste avec un visa court, ce n'est pas permis aujourd'hui. Et maintenant, nous contrôlons 100% des passagers qui entrent ou qui sortent en raison de l'embargo. À Narva, ville estonienne, 98% de la population est russophone. Depuis la guerre, le commerce est en berne. Le taux de chômage est à 14%, c'est 2 fois plus que dans le reste de l'Estonie. Reynold est étudiant. Il aime photographier Narva, où il est né il y a 18 ans, de parents russes. Il détient toujours un passeport russe, mais ne met plus les pieds sur la rive d'en face. Oui, c'est très proche, mais en même temps, ça paraît loin aussi.
Je me sens davantage estonien parce que je veux vraiment vivre dans une société libérale et avoir tous les droits que l'on a aujourd'hui. Au domicile familial, c'est une autre ambiance. Mère et fils n'ont pas la même approche de la situation politique, et pour cause. Toi, tu regardes les chaînes de télé russes. Oui, je les regarde. Est-ce qu'ils ont eu raison d'envahir l'Ukraine? Est-ce que la Russie a envahi? Je ne peux pas dire que la Russie a envahi. Ah, tu appelles ça comment? La guerre, vraiment la guerre, ou bien une petite opération militaire spéciale? Je dis que c'est une petite opération militaire. La rhétorique de Poutine a bien pénétré les esprits à Narva. Pour ne pas donner prise à un nationalisme pro-russe, les autorités estoniennes effacent les noms des rues ou déboulonnent les monuments, symboles de la victoire de l'armée rouge en 1945. La dérussification est en marche dans les pays baltes. La Lettonie partage plus de 200 km de frontière avec la Russie. Ici aussi, l'occupation soviétique a laissé des traces. Et pas seulement architecturales. Dans ce quartier excentré de Riga, la capitale, tout le monde parle russe, mais à l'école... Yegor, s'il te plaît, parle en letton. Depuis 2 ans, le gouvernement impose que tout l'enseignement soit désormais en letton, y compris pour ses élèves russophones. Ainsi, ce cours d'histoire se transforme parfois en cours de langue. La Terre est-elle représentée dans une seule couleur? J'en profite pour vérifier si vous connaissez les couleurs en letton. Cette décision aurait dû être prise plus tôt, de façon plus naturelle, quand on a créé l'État letton. Nous aurions dû tous apprendre la même langue. Mais maintenant, ça apparaît comme une décision politique, parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Mais dans l'ensemble, je ne veux pas croire que ça divise notre société, je pense que ça l'unit. Si les élèves s'adaptent peu à peu à la langue lettonne, aussitôt sortis de cours, la langue maternelle reprend l'avantage. Avec mon ami, je parle en russe. Et à la maison? À la maison, je parle en russe aussi. Pour cette députée européenne, les russophones de Lettonie ne sont pas tous loyaux. Et la Russie pourrait utiliser cette minorité pour attaquer la Lettonie. Il y a une portion de russophones ici, qui acceptent nos lois, notre langue, mais il y a une portion de russophones qui ne parlent pas letton, sont agressifs et soutiennent l'agression russe en Ukraine, et ceci est dangereux. Pensez-vous qu'il puisse y avoir une 5e colonne ici? Oui, je pense que c'est absolument réel. C'était comme ça en Ukraine. Il y avait aussi cette 5e colonne qui a demandé de l'aide à la Russie contre le gouvernement ukrainien. Cette propagande russe qu'ils reçoivent tous les jours par Internet ou par la télévision, ça influence vraiment l'esprit des gens. À Riga, au fronton des bâtiments publics, le drapeau ukrainien flotte à côté du drapeau letton. Le soutien à Kiev est indéfectible. Et de nombreux lettons participent à l'effort de guerre. Ivar est cadre en entreprise pour gagner sa vie, mais il consacre tout son temps libre à préparer des voitures pour les envoyer sur le front en Ukraine. Il y a des semaines où je passe 40 heures au travail et 40 heures ici. Pourquoi un tel engagement pour l'Ukraine ? Quelqu'un doit le faire. Nous sommes potentiellement les prochains menacés par la guerre. Donc là, nous aidons l'Ukraine pour que ça reste là-bas et que ça ne se propage pas chez nous. Avec Iman, un autre volontaire, il fixe les dernières feuilles de Kevlar pour contrer les éclats d'obus. Ces véhicules blindés vont bientôt partir, évacuer les soldats ukrainiens blessés. Toutes ces voitures ont été récupérées à la fourrière après avoir été confisquées à des conducteurs en état d'ivresse. Cette voiture a été confisquée à un conducteur ivre. Donc, de menace pour la vie, elle va devenir sauveuse de vie. Un appui pour le moins original à l'Ukraine, décidé par le Parlement letton
qui a voté il y a 2 ans une loi autorisant ces saisies. Chaque vendredi soir, des volontaires se préparent à prendre la route pour convoyer ces voitures vers l'Ukraine. Nous voulons habiter dans un pays libre, pour que les gens soient heureux et libres et se sentent en sécurité partout. Toujours aussi motivés, 3 ans après le début de la guerre. L'Ukraine est à 1100 km. Je pars. Au revoir. 1100 km, autant dire à leur porte. Dans les pays baltes plus qu'ailleurs, les habitants sont conscients de la proximité de la guerre. Retour sur le plateau d'Objectif Monde, ici au Parlement européen. Question à Christophe Gomart, vous qui êtes général, qui êtes un ancien militaire. On voit à quel point dans ce reportage les pays baltes redoutent une invasion russe. Vous partagez, vous, cette peur, cette crainte? Je comprends. Oui, je comprends qu'ils craignent, parce que, comme ça a été très bien monté dans le reportage, il y a une minorité russophone, voire russe, qui habitent ces pays baltes. Et en effet, qui peuvent tout à fait, qui suivent la propagande russe, qui suivent la télévision russe, etc. Donc oui, il peut y avoir une déstabilisation qui vient de là. Est-ce qu'il y aura une attaque frontale? Je ne le pense pas aujourd'hui. Mais néanmoins, tout cela reste envisageable. En même temps, il y a 3 ans et demi, on ne pensait pas non plus que l'Ukraine... Non, mais exactement. C'est pour ça que je dis ça reste envisageable. Mais là où c'est différent, c'est que les Baltes ne sont pas des Slaves, contrairement aux Ukrainiens. Et il y a cette différence de perception. Alors, est-ce que ça jouera en faveur des Baltes? Je l'espère. Mais ce sont des vrais pays de l'OTAN. Et donc, effectivement, si jamais les pays baltes étaient attaqués, le souci, c'est qu'ils ont 200 km de profondeur. Et 200 km, ça se fait vite, même si on a bien vu toute la difficulté des Russes pour avancer très vite vers l'ouest. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont toujours limités au Donbass. Ouais. Sandro Gozzi, est-ce que c'est un sujet de préoccupation fort ici, au sein de l'Union européenne, la menace russe? Absolument, il doit le devenir encore plus. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des soupçons, il y a des actes. Dans la mer du Nord, il y a eu la flotte fantôme russe. Oui, on a vu récemment aussi l'espace polonais aérien violé par des drones russes. Avec des drones. Et selon moi, rien ne s'est fait par hasard. Poutine est en train de tester. Tout d'abord, on ne sait pas si ces drones venaient de la Biélorussie ou ailleurs. C'est une tentative de Poutine de voir si jamais il poussait pour ouvrir un nouveau front du conflit, comment les Européens, dans ce cas, un pays important de l'OTAN comme la Pologne, et les Européens seraient prêts à agir. Et puis, on sait des pressions informationnelles qui sont très actives dans les pays baltes. Pour vous, c'est juste un test ou c'est vraiment une ligne rouge qui a été franchie avec ces drones qui ont survolé l'espace aérien polonais? Est-ce que l'Union européenne réagit assez fortement L'Union européenne, mais je parle sous contrôle du général qui connaît ces choses beaucoup mieux que moi, aujourd'hui, de façon autonome, n'a pas les moyens pour faire face véritablement à la menace russe. C'est toute la question du cessez-le-feu, de l'accord de paix et l'Ukraine, sans des garanties, on dit des backstops, des garanties logistiques, des couvertures de la part des Américains, on n'est pas à même d'intervenir nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle il faut, passez-moi ces mots, profiter de cette crise pour construire véritablement ces piliers européens de la sécurité et de la défense, cette autonomie stratégique qui est absolument indispensable. Donc, on a parlé depuis longtemps et maintenant, peut-être sous la pression de l'urgence, on y arrivera. Ana Miranda, vous qui êtes de Galice, vous êtes espagnole, est-ce que vous comprenez justement cette menace, ces inquiétudes, notamment des Polonais, des pays baltes? Vous arrivez, vous, à la partager? En tant qu'Espagnol, vous êtes quand même beaucoup plus loin de la Russie. Est-ce que ça, c'est pas aussi une source de division, on va dire, pour l'Union européenne sur le dossier? Au niveau espagnol, on peut comprendre toute la question de l'invasion. On l'a condamnée, tous les partis démocratiques. Mais c'est vrai que ce n'est pas dans l'actualité comme la question de Gaza. La question de Gaza, il y a une solidarité énorme. Et pour l'Ukraine, on l'a eu au début, mais maintenant, ce n'est pas dans les premiers piliers. C'est vraiment que ce n'est pas la situation. Mais moi, comme députée, comme personne, je peux comprendre la situation, que ce n'est pas la même frontalière que dans le sud d'Europe. Christophe Gomart, est-ce que vous pensez que l'Union européenne a fait suffisamment et suffisamment tôt pour aider l'Ukraine à se défendre? Ou est-ce qu'elle est un peu tardée? On a beaucoup dit trop peu, trop tard. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a toujours hésité, on a pris des décisions très lentement. Mais en réalité, on n'a pas la capacité réelle à permettre à l'Ukraine de gagner.
voyez, dans les pays baltes, ce qui est fait, ce qui me paraît intéressant, c'est que les pays occidentaux, l'Allemagne par exemple, a décidé de mettre des casernes à plein temps, donc des soldats allemands, en Lituanie. La France le fait en Estonie, c'est-à-dire qu'il y a une présence occidentale de pays de l'OTAN, de pays de l'UE, qui sont présents dans ces pays-là pour dissuader. Et je crois que l'Europe se grandirait à devenir plus dissuasive. Et pour ça, effectivement, il faut se réarmer. Il faudrait se doter d'un état-major beaucoup plus puissant que celui qui existe au sein de l'Union européenne. Parce qu'on parle de l'OTAN. Oui, l'OTAN est une vraie première ligne de défense. Mais si les Américains se retirent, et on voit qu'avec Donald Trump, tout est possible, comment ça se passe entre nous? Comment commande-t-on? On a un PC, un état-major de crise qui s'appelle l'état-major de l'Union européenne. Il faut renforcer cet état-major pour être capable de planifier, de conduire une guerre. Parce que rien ne nous dit en effet que les Russes n'attaqueront pas demain la Pologne. Donc il est absolument indispensable, sincèrement, au-delà des déclarations, au-delà du plan Réarme Europe, qu'on définisse réellement une volonté, une vraie stratégie pour se doter d'une vraie défense de l'Europe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et petite précision, aujourd'hui, l'Union européenne fournit davantage d'aide que les États-Unis. Ça, c'est vrai. En volume financier, c'est tout à fait vrai. Mais en réalité, on n'a pas la capacité à permettre à l'Ukraine de gagner. Alors, justement, vous nous parlez de l'Allemagne. On va partir en Allemagne parce que, signe que l'heure est grave en Europe et que la paix est menacée, eh bien, les Allemands ont choisi de se réarmer, du jamais vu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Des Allemands ont même levé leur sacro-saint frein à la dette pour réinvestir dans l'armée. Le plan, dit Bazooka, prévoit 500 milliards d'investissements. Un reportage en Allemagne d'Anne Maillet pour la RTS. Journée porte ouverte et opération séduction pour l'armée allemande. Dans la caserne de Prenzlau, l'infanterie mécanisée suscite des vocations dès le plus jeune âge. Alors, ça t'a donné envie de devenir pilote des chars ? Armin n'a que 8 ans, mais il rêve déjà de rejoindre la Bundeswehr, symbole d'un changement d'époque qui ne rassure pas forcément sa maman. On voit bien que la guerre n'est pas si loin que ça. Et oui, le danger est tout simplement palpable et c'est effrayant. L'armée a longtemps été le parent pauvre des dépenses publiques et de la société allemande. Mais la guerre en Ukraine, suivie tout récemment des craintes d'un désengagement américain, ont changé la donne. Le nouveau gouvernement va débloquer environ 100 milliards d'euros par an pour la défense. Nous allons devenir plus modernes et cela va surtout nous permettre de combler les lacunes qui se sont accumulées ces dernières années. C'est un signal fort pour la Bundeswehr. La défense de l'Alliance et de notre pays sont à nouveau au centre de notre attention. Renforcer et moderniser la Bundeswehr, un défi aussi pour l'industrie de pointe. En plein cœur de Berlin, on planche déjà sur les technologies de demain comme ce drone de combat. Il est actuellement en phase de test et on est content des résultats. Ce centre fait le lien entre l'univers des startups et les soldats. Son rôle, sortir l'armée de sa léthargie en un temps record. Entre l'identification d'un problème et la solution, il nous faut ici entre 3 et 12 mois pour développer un produit, que nous mettons entre les mains des soldats pour qu'ils puissent immédiatement le tester sur le terrain sans attendre des années. Au regard du contexte sécuritaire, c'est vraiment cette vitesse d'exécution qui est devenue le facteur le plus important. Car le réarmement de l'Allemagne est avant tout une course contre la montre. À cette heure, la Bundeswehr ne pourrait résister que quelques jours à une invasion comme celle subie par l'Ukraine. Anna Miranda, l'Allemagne qui se réarme, c'est un signal fort, hein, ça en dit long sur la menace? Concernant toute la politique européenne de défense et sécurité, et dans ce contexte, l'Allemagne a beaucoup à dire parce que c'est les pays les plus grands et sûrement la puissance qui essaie d'influencer. Moi, j'ai une approche totalement différente. Et c'est une approche que je pense qu'on a fait beaucoup pour l'Ukraine, pas beaucoup ou presque rien pour la Palestine et pour Gaza. On a s'empêché beaucoup sur la question de l'aide armamentistique. Et maintenant, c'est la cohésion qui est en danger, la cohésion européenne. Je comprends bien que les pays de l'autre côté sont préoccupés, mais qu'est-ce que ça sera de la cohésion si Mme von der Leyen, elle questionne, et aussi le gouvernement allemand, toute la question de la cohésion peut être en danger si on compare avec la politique Rearm EU. En Espagne, par exemple, on a un sentiment très contrarié avec ça dans la société. Il y a un mouvement énorme contre l'OTAN. Il y a aussi les questions du réarmement questionnées pour la plupart des partis progressistes. Donc,
On a un sentiment totalement différent. Et moi, j'ai vécu en Allemagne presque 2 ans. Je spreche Deutsch. Je comprends bien les Allemands. Jawohl. Christophe Gomart, on imagine que vous ne partagez pas vraiment le point de vue d'Anna Miranda. Pour vous, c'est quand même un signal fort, l'attitude et le réinvestissement de l'Allemagne dans le militaire, dans son budget militaire. Oui, c'est la prise de conscience des pays européens que le monde est dangereux. Et on avait un peu oublié, c'est-à-dire que les Européens avaient un peu mis leur défense aux États-Unis, j'allais dire, oui. Et avaient un peu abandonné. J'allais dire, en termes d'armées opérationnelles qui ont été engagées sur le terrain, il y avait bien l'armée française, on va dire, je plaide pour ma paroisse, oui, l'armée britannique aussi, qui avait des capacités à agir de manière autonome, c'est-à-dire avec tous les effets de commandement. L'armée allemande, par exemple, c'est une armée NATO by design, donc en fait, elle n'agit que si l'OTAN agit. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'on avait un peu délégué notre défense aux États-Unis d'Amérique. Et c'est une prise de conscience que d'un seul coup, le monde est dangereux. Si on veut la paix, il faut se préparer à la guerre. Voilà, justement, vous partagez ça? Si vis pacem para bellum, disaient les Romains. Si vous voulez la paix, préparez la guerre. Ouais. C'est un changement d'époque, comme ils ont dit les Allemands. Ils ont dit Zeitenwende, ça veut dire changement d'époque. Vous parlez allemand aussi, alors? Oui, je parle allemand. C'est bien, bravo. Et 100 milliards d'investissement d'ici à 2030 en Allemagne pour les militaires, pour l'armée, c'est véritablement un changement d'époque. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que toute cette augmentation de la défense se fasse uniquement au niveau national, de façon pas seulement coordonnée, mais intégrée au niveau européen. C'est pour cela que de ce qu'on a fait en Europe, la partie qui, selon moi, est la plus utile, c'est ces programmes SAFE de 150 milliards d'euros pour des programmes militaires et industriels intégrés. Parce que c'est l'intégration, la coopération dans le domaine de l'industrie de la défense qui peut nous donner, à nous en Européens, cette autonomie stratégique et cette capacité d'intervention que nous n'avons pas. Si on se limite uniquement à dépenser au niveau national, ça ne va pas suffire. De ce point de vue, je crois que la France... Et si on achète du matériel américain? Et puis évidemment, plus on produit européen, plus on pourra acheter européen. Donc la question de l'intégration militaire passe aussi par le développement d'une véritable industrie de la défense européenne. Je crois que la France, qui est le seul pays qui a l'arme nucléaire, qui est le seul pays de l'Union européenne qui est membre du Conseil de sécurité, doit véritablement saisir cette opportunité en travaillant encore plus avec les Allemands. On a l'occasion finalement de poser les jalons d'une véritable industrie européenne. Il ne faut pas uniquement voir l'augmentation des 27 dépenses militaires. Ça, ce n'est pas suffisant. Juste une question. Depuis l'arrivée de Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand, le couple franco-allemand, dont on dit souvent c'est le moteur de l'Union européenne, se porte mieux très rapidement? Moi, j'ai le sentiment que ça se porte mieux, mais vous avez raison de souligner. Vous savez, quand je suis arrivé au Parlement européen, ma grande surprise, c'est qu'un certain nombre de mes collègues, donc de pays européens, me disaient « mais il faut que la France et l'Allemagne s'entendent, sinon ça ne fonctionnera pas ». Et Sandro Gozzi a tout à fait raison en termes d'industrie de défense. Si on ne fait pas... Vous savez qu'on a en Europe 11 modèles de chars différents. Les Américains ont un seul modèle. Comment fait-on sur le plan logistique pour entendre dire tout ça? Donc oui, il est nécessaire en fait, de s'entendre entre pays européens pour avoir des matériels similaires. Et grâce à ça, faire fonctionner l'industrie européenne. Anna Miranda, vous êtes d'accord? Il faut que le couple franco-allemand fonctionne pour qu'on mette de l'essence dans le moteur de l'Union européenne? Je ne suis pas trop d'accord parce que je sais que c'était un peu la marche dans le passé, mais c'est vrai qu'on a d'autres pays qui à ce moment ont des voies différentes. Même l'Espagne a une voie pour la paix. Il faut travailler pour la paix, il ne faut pas travailler pour la guerre. C'est mon opinion. On a eu assez de guerres dans le monde pour laisser et pour faire un appel au réarmement. Les sociétés ne sont pas vraiment les sociétés européennes, au moins dans les pays du Sud, ne sont pas pour le réarmement, vraiment. Anna Miranda, Christophe Gomart et Sandro Gozzi, il y a un autre pays qui est régulièrement dans le viseur des campagnes de désinformation. La France a été ciblée 13 fois en un an. Et derrière ces attaques, des agents russes et un nom d'opération, Storm 1516. Retour sur l'une de ces opérations qui a directement visé Brigitte Macron, l'épouse du président français. Le récit est signé Lorraine Poupon pour l'œil du 20h sur France Télévisions. C'est une vidéo qui cherchait à déstabiliser jusqu'au sommet de l'État. Brigitte Macron, accusée d'agression sexuelle par un de ses anciens élèves. J'avais fait mes études au collège Lucie Berger, à l'époque où l'épouse actuelle du président français, Brigitte Macron, enseignait. Elle s'est penchée près de mon visage et elle m'a embrassé. Un témoignage aussi grave que totalement faux.
L'œil du 20h va vous raconter comment des agents russes ont monté une vaste campagne de désinformation. Storm 1516. La vidéo a été postée par un certain Lionel T. Nous avons cherché. Cela correspond bien au nom d'un ancien élève de la Première Dame. Sur ses photos de classe, il a été scolarisé dans l'établissement où enseignait Brigitte Macron dans les années 80, en Alsace. Jusque-là, tout est vrai. Sauf que l'homme que nous avons retrouvé n'est pas celui de la vidéo. Je vois une représentation de moi, assez mal faite, il faut dire ce qui est. Il y a des éléments de vérité dans l'histoire. Oui, j'étais scolarisé à l'établissement où Madame Macron était enseignante, et donc elle a été ma professeure. Il y a également mon nom, mon prénom qui sont cités, donc c'est vraiment une histoire où on se fait passer pour moi. Parce que tout le reste est évidemment faux. Évidemment que toutes les allégations qui sont données là-dedans, ce n'est pas moi, je ne l'ai pas vécu. Ce faux témoignage a été généré par intelligence artificielle. Regardez plutôt. Les traits du visage de la soi-disant victime sont déformés. Et son élocution robotique. Je vais la raconter dans ma langue maternelle et je vais faire les sous-titres pour mes amis américains. Cela n'empêche pas de nombreux comptes de relayer la vidéo, jusqu'à lui faire atteindre plus de 10 millions de vues. Mais alors, qui se cache derrière cette opération? Elle fait partie d'un vaste projet de désinformation lancé par la Russie et identifié dans un rapport d'une agence du gouvernement, Viginum, dont nous vous révélons le contenu en exclusivité. La campagne Storm 1516. Viginum est en mesure de confirmer l'existence de liens entre le dispositif et des individus ainsi que des organisations proches du gouvernement russe. Le rapport comptabilise 77 opérations lancées depuis août 2023 contre l'Ukraine, les États-Unis, l'Allemagne et bien sûr la France. Les activités de Storm 1516 représentent une menace importante pour le débat public numérique français et européen et semblent avoir privilégié des thématiques clivantes ou anxiogènes liées à l'immigration et au terrorisme. Derrière ce nom, Storm 1516, un mode opératoire complexe et sophistiqué en 3 étapes. D'abord, une fausse information est fabriquée à partir d'une vidéo modifiée par intelligence artificielle. Menace d'attaque sur Notre-Dame, achat de voitures de luxe par des dirigeants, ou encore amant inventé d'Emmanuel Macron. En tout, 13 opérations ont ciblé la France en 1 an. Ensuite, chacune de ces histoires fabriquées est relayée sur X pour être diffusée au plus grand nombre, par des centaines de comptes, dont certains qui ont été rémunérés. Nous entrons en contact avec l'un d'entre eux sur une messagerie cryptée. Suivi par 700 000 abonnés, il aurait touché 100 $ par poste, sans savoir à quoi il participait, d'après lui. D'abord, ils ont gagné ma confiance en me faisant poster des choses sans importance. Puis ils m'ont demandé de poster des choses que je croyais vraies. Quand j'ai compris qu'elles étaient fausses, j'ai tout effacé et je les ai bloquées. Une stratégie payante en termes d'audience. Sur l'ensemble des campagnes ciblant la France, nous avons comptabilisé plus de 150 millions de vues. Enfin, dernière étape, donner un semblant de crédibilité journalistique. Et c'est là qu'entre en scène un maillon essentiel de Storm 1516. Info indépendante, le quotidien français, ou encore les Échos de la France. Des faux médias. Et derrière, ce n'est pas un Russe, mais un Américain pro-Kremlin, John Mark Dougan. Glorifié ici dans un portrait diffusé par Russia Today en 2018. Depuis, il s'est réfugié à Moscou et revendique haut et fort ses méthodes, comme lors de cette conférence en janvier. J'utilise l'intelligence artificielle pour amplifier certains sujets. Et ces sujets ont été vus par près de 40 millions de personnes en Occident. Que les journalistes occidentaux l'acceptent ou non, avec un unique serveur depuis mon domicile, je peux générer 90 000 articles par mois. Au Quai d'Orsay, face à la menace, le ministre des Affaires étrangères en personne n'hésite plus à accuser la Russie. La publication de ce rapport, est-ce que ça correspond à un changement de doctrine en quelque sorte? Non, nous disons, depuis de longs mois maintenant, que l'agressivité de la Russie ne se contente pas à sa guerre d'agression contre l'Ukraine et que nous,
Français, Européens, sommes d'ores et déjà la cible de manœuvres en tout genre de la Russie. Donc, sur les fondements de ce rapport de Viginum, nous allons proposer que des individus ainsi identifiés soient sanctionnés par l'Union européenne, gel de leurs avoirs, interdiction de circulation sur le territoire européen. Contactée, l'ambassade déclare que la Fédération de Russie ne s'est pas ingérée et ne s'ingère pas dans les affaires intérieures d'États souverains, y compris d'États inamicaux comme la France. Voilà, on a vu cette campagne de désinformation en France. On se souvient aussi qu'en Allemagne, lors du scrutin de 23 février, il y avait une campagne massive, un coup de fausses nouvelles, de montage d'images trompeuses, de manipulation sur les réseaux sociaux. Sandro Gozzi, qu'est-ce que l'Union européenne peut mettre en place et a mis en place pour protéger les États membres contre ces attaques informationnelles étrangères? D'abord, c'est un travail que ça relève notamment de la compétence du gouvernement, mais finalement, on a réussi, depuis la dernière mandature au Parlement européen et dans l'Union européenne, à développer aussi une culture de la défense contre les menaces hybrides et contre la désinformation, les attaques à la cybersécurité, aussi au niveau de l'Union européenne. Donc on est en train de développer, disons, des boucliers pour mieux protéger nos systèmes informatiques, parce qu'il y a des attaques aussi informatiques. Et puis nous devons travailler à travers plusieurs moyens dans la lutte contre la désinformation. On connaît ces rapports parce qu'on nous l'a présenté au Parlement européen, dans la commission spéciale sur les boucliers démocratiques, on avance. Donc ces rapports est très bon, très inquiétant, mais ce sont des choses qu'on connaît depuis longtemps. Les référendums sur le Brexit, les référendums constitutionnels en Italie, la présidentielle en France, les élections américaines ont tous été pollués par des actes de désinformation russes et on a les preuves. Donc il faut se donner les moyens, pas seulement pour se protéger, mais pour contre-attaquer. Ce sont avant tout les Russes qui lancent des attaques informationnelles contre les pays européens. Alors, je pense qu'elles sont essentiellement russes dans les exemples dont on a parlé. Elles peuvent être chinoises aussi, elles peuvent être originaires de Corée du Nord, elles peuvent être originaires de tas de pays en fait autoritaires qui cherchent à déstabiliser. Pour moi, la principale méthode, en fait, c'est l'éducation dès le plus jeune âge, c'est-à-dire une éducation à apprendre aux jeunes qui utilisent beaucoup ces réseaux sociaux à être capables de recouper leurs informations. Parce qu'on voit bien la montée de complotisme qui existe. Face à cette montée de complotisme qui sont basés sur des fake news, qui sont basés sur la désinformation, qui est une spécialité russe. Les as de la désinformation sont russes, et depuis toujours. Et ça, ce que disait... Alors, c'est vrai qu'en temps de guerre, ce que disait Churchill, il disait à la guerre, la vérité est si précieuse qu'on la cache derrière un rempart de mensonges. Mais on se protège, on est en guerre. Là, c'est tout le temps, c'est du permanence pour déstabiliser les pays occidentaux, pour diviser les pays européens en particulier. Anna Miranda, ce qui est à redouter au fond, c'est plus cette guerre hybride, ces attaques informationnelles, que peut-être une vraie guerre sur le plan militaire. C'est vrai que c'est une guerre hybride. On l'a vu au Brésil avec toutes les fausses informations sur le président Lula. On a vu toute la campagne de déstabilisation au procès catalan, à la Catalogne. Aussi que ce n'était pas promu pour l'un ou pour l'autre, on ne sait pas encore. On voit le Maroc qui fait toute une campagne sur le Sahara occidental. C'est une question vraiment qui nous touche à tous parce que nous sommes aussi attaqués. On est attaqués chaque jour, les députés européens, pour notre position politique. Et on voit que c'est des bots opérationnels, mais aussi l'extrême droite. Et ça, il faut le dire. Vraiment, on sait déjà qui est le principal coupable. On sait déjà. Mais aussi, il faut dire que l'extrême droite européenne travaille aussi avec ça. Par exemple, le parti Vox en Espagne, ils sont spécialistes dans la création de fausses informations. Et surtout contre le gouvernement, contre les partis que nous définissons comme souverainistes, régionalistes. Et même au Parlement européen, ils créent de fausses informations. Alors, on va en parler justement un petit peu plus tard, justement de la montée de l'extrême droite et du rôle de l'extrême droite au sein de l'Union européenne. Sandro Gozzi, fin mai, le parquet fédéral belge annonçait une perquisition dans les bureaux du Parlement à Bruxelles et à Strasbourg, et plus précisément ceux d'un assistant parlementaire d'un parti d'extrême droite, Alternative für Deutschland, c'était en allemand. Selon le communiqué du parquet, ces perquisitions concernaient des indices d'ingérence russe. On peut imaginer que la Russie tente d'infiltrer des agents pro-russes ou en tout cas de retourner
des députés ou des personnes qui travaillent ici au sein de l'Union européenne à ton profit? Malheureusement, oui. Malheureusement, il y a des actions des Russes au niveau européen, au niveau national, à travers, en agissant sur des élus ou en agissant sur des gens proches des élus pour promouvoir la propagande russe, pour avoir des informations. Pour avoir des prévisions de ce qui va se passer à l'intérieur, ou alors tout simplement pour transformer des membres des institutions ou de leur équipe dans des agents de la propagande russe. Christophe Gomard, pourquoi la Russie s'en prend-elle à ce point à l'Europe? Parce qu'elle veut diviser l'Europe pour éviter que l'Europe soit une Europe puissante. Elle cherche d'abord à reconquérir l'espace qui était l'espace soviétique, j'allais dire, avec tous les pays de l'Est qui ont rejoint l'Union européenne et puis également l'OTAN, et cherche à diviser pour exister et garder cette capacité de puissance. Mais ça toujours, finalement, le monde est comme ça. Le monde et les Américains cherchent également à nous diviser. En réalité, ce qui relie Trump et Poutine, c'est que les deux veulent nous diviser. Alors, on va parler un peu plus tard des attaques justement américaines contre l'Union européenne, mais on va revenir au sujet que vous évoquiez, Anna Miranda, l'extrême droite, puisque l'Europe elle est attaquée à l'extérieur, mais elle est aussi menacée de l'intérieur par cette montée de l'extrême droite, des partis populistes, nationalistes, souverainistes, qui ne combattent plus vraiment les idées européennes, mais qui cherchent, vous allez voir, à les transformer ou à obtenir des concessions de la Commission européenne. Les explications de Nathalie Boujard pour le magazine Géopolitis sur la RTS. Aux Pays-Bas, Geert Wilders et son parti de la liberté, le PVV, ont remporté les élections législatives en novembre dernier. Mais il a dû renoncer à être Premier ministre, faute de soutien. Dans ce message, il félicite son collègue autrichien. Nous gagnons, les temps changent. L'identité, la souveraineté, la liberté et la fin de l'immigration illégale et de l'asile, voilà ce à quoi aspirent des dizaines de millions d'Européens. Je crois profondément que nous sommes à un virage historique de l'Europe de ces dernières décennies. Je pense que nos enfants, nos neveux, nos petits-enfants nous remercieront pour cette lutte que nous avons menée au nom de la liberté, de la dignité et de notre identité. Depuis une vingtaine d'années, les partis de droite radicale ont gagné en popularité. Les Patriotes pour l'Europe, nouveau groupe de populistes de droite, est devenu la troisième force du Parlement européen. Raffaele Fitto, membre du gouvernement de Giorgia Meloni en Italie, a été nommé vice-président de la Commission européenne. Ils nous ont vus arriver, mais n'ont pas pu nous arrêter. L'Union européenne, que les souverainistes de droite critiquent encore, mais ne souhaitent plus quitter. Je voudrais dire clairement que nous n'avons pas l'intention de partir. Nous croyons en l'Europe. Nous avons besoin d'une Union européenne. Nous devons la préserver pour l'avenir. C'est pourquoi nous aimerions la changer et non la détruire. Même si ces partis de droite radicale ont des idées communes, ils sont aussi divisés. Certains sont par exemple ouvertement atlantistes, alors que d'autres ont des sympathies russes. Une extrême droite multiple qui semble séduire toujours davantage. Sandro Gozzi, cette extrême droite, elle pose problème aujourd'hui au sein de l'Union européenne, ou est-ce que vous vous dites, de toute façon, ça fait partie de l'opinion publique européenne, il faut faire avec, on va faire en sorte que ça avance malgré tout? Évidemment, il faut respecter les choix des électeurs, il faut être efficace pour que les électeurs ne fassent pas ces choix. L'extrême droite a changé les discours, elle est devenue beaucoup plus ambiguë. Giorgia Meloni, Marine Le Pen voulaient sortir de la zone euro, voulaient sortir de l'Union européenne, voulaient sortir de l'OTAN il y a quelques années. Maintenant, ils font semblant de jouer le jeu européen. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas fonctionner sans l'Union européenne. Parce qu'ils ont compris que les électeurs ne vont pas, même les électeurs qui aiment des idées extrémistes, ne vont pas les suivre clairement au suicide collectif de sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc, ils se disent comme Orban, nous sommes européens, mais nous voulons changer de l'intérieur. En réalité, ils veulent la bloquer. Parce que tout ce que même eux, ils disent qu'ils veulent faire au niveau européen, par exemple, ils veulent une Europe plus efficace de la migration, mais après, ils veulent diminuer les budgets européens. Ils veulent une Europe plus puissante dans le monde, mais après, ils ne sont pas d'accord à éliminer les vétos
sur toute l'action des politiques étrangères. Donc, ils sont dans un discours absolument contradictoire. Et même Giorgia Meloni, qui passe pour une atlantiste pro-Ukraine, et l'ambassadeur italien qui va être dénommé à Moscou, c'est l'ancien conseiller diplomatique de Salvini, c'est celui qui a travaillé pour le rapprochement entre Poutine et Salvini, entre les partis de Poutine et les partis de la Lega. Donc ne soyons pas dupes. Il n'existait pas un modèle positif d'extrême droite, voire Meloni. Tout simplement, elle est très habile à faire croire qu'elle joue un jeu, mais toute l'extrême droite travaille contre les renforcements de l'Union européenne. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains parlaient des idiots utiles de Staline. Aujourd'hui, nous avons les idiots utiles de Poutine. Christophe Gomard, vous partagez le point de vue de Sandro Gozzi. Vous dites, vous, ils sont, de toute façon, à un moment, ils sont contre cette extrême droite et contre ce principe de l'Union européenne. Alors, je ne suis pas si certain que ça, parce que tout le monde se rend bien compte qu'on a besoin de l'Union européenne. Aujourd'hui, grâce à l'Union européenne, d'abord, on vit en paix. Grâce à l'Union européenne, j'allais dire, on s'entend entre pays. Alors, bien sûr, il y a des différences. En tout cas, on se parle. On se parle, il y a des points de vue politiques différents, bien sûr. Mais en tous les cas, on vit dans une démocratie dans laquelle chacun peut s'exprimer. Et ça, c'est quand même un gros avantage. Donc, je pense qu'ils ont pris conscience de ça. Et là où je rejoins Sandro Gozzi, c'est que les populations, en fait, se trouvent que l'Europe est intéressante, même si tout le monde critique l'Europe. En réalité, tout le monde sait bien que sans l'Europe, eh bien, on serait un peu seul dans un monde qui est de plus en plus complexe et de plus en plus dangereux. Donc, on peut trouver à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, d'ailleurs, des gens qui ont des discours très qui peuvent, j'allais dire, disparaître sous la moquette, mais en fait, pour mieux réapparaître et pour mieux diviser. J'allais dire, c'est pas forcément que l'extrême droite. Pour moi, il y a aussi également l'extrême gauche, qui est aussi dangereuse de ce point de vue-là. Anna Miranda, pour rebondir sur ce qu'a dit Christophe Gomard, est-ce que finalement l'extrême gauche n'est pas aussi dangereuse que l'extrême droite au sein de l'Union européenne? L'extrême droite gauche, c'est démocratique, et l'extrême droite, parce qu'elle ne nie pas les personnes, ne nie pas les droits des personnes, ne nie pas les droits des nations, et surtout que respect. Mais l'extrême droite nie la liberté sexuelle, religieuse, les droits des peuples, et c'est vraiment contre tous les principes fondamentaux et les droits. Ça, c'est vraiment la différence. Donc, je ne partage pas l'opinion avec respect. Après, il y a des éléments communs. À l'extrême droite et à l'extrême gauche, on trouve toujours des fans de Poutine. On trouve toujours des fans des dictateurs. À l'extrême gauche française, il y a un certain Jean-Luc Mélenchon qui trouve que finalement, ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas exactement une agression russe, que Maduro, le dictateur vénézuélien, c'est pour être un modèle. Donc, attention, c'est vrai que, comme disait justement notre collègue, il y a des dangers à la démocratie et aux libertés fondamentales, le projet européen qui vient de l'extrême droite, mais qui vient aussi de l'extrême gauche. Une dernière question. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a récemment plaidé en faveur d'une réforme des institutions européennes, et notamment pour la fin de l'unanimité en matière de politique étrangère. Est-ce que ce n'est pas un des gros problèmes de cette Union européenne, le fait qu'il faille toujours être unanime sur les questions de politique étrangère? C'est une réforme importante, Anna Miranda, qu'il faut réaliser rapidement? Vraiment, c'est important parce que la question en général des politiques étrangères, aussi dans d'autres politiques, la nécessité de l'unanimité, à ce moment, par exemple, avec les génocides en Gaza, c'est un vrai problème. Parce qu'il faut prendre des mesures de sanctions, il faut prendre la décision de la suspension de l'accord. Et il y a la double manière de mesurer. Pour certaines mesures, on prend les décisions rapides, et pour des questions qui sont vraiment fondamentales, on ne les prend pas. Donc je pense que c'est le moment aussi de reformuler les traités. Sandro Gozzi, vous êtes d'accord, cette réforme, elle est indispensable? C'est fondamental, et là, je crois qu'elle a été trop timide, Ursula von der Leyen, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'étendre la majorité qualifiée de la politique étrangère. L'Europe doit se réformer pour faire face aux défis géopolitiques mondiaux, pour faire face à l'unification continentale. Nous disons que nous voulons élargir aux Balkans occidentaux, à l'Ukraine. Il est impossible de le faire sans une réforme importante, institutionnelle, y compris des traités, plus de majorités qualifiées, plus de ressources financières et militaires, et je dirais aussi plus de pouvoir démocratique à la seule institution qui est élue par les citoyens, qui est le Parlement européen, qui n'a pas encore le pouvoir aujourd'hui de présenter, d'initier un processus législatif. Donc on doit, si nous voulons véritablement construire l'Europe dont nous parlons, il faut la rendre plus efficace, avec la majorité qualifiée, il faut la rendre plus puissante avec un nouveau budget, il faut la rendre plus démocratique. Moi, je suis contre la majorité qualifiée.
Dans les traités de l'Union européenne, il y a 3 domaines dans lesquels les États restent souverains. C'est la défense, c'est les affaires étrangères Donc vous et c'est voulez la fiscalité conserver directe. cette règle de l'unanimité? Oui, bien sûr, parce que sinon on ne peut pas admettre que, je plaide en tant que Français, on ne peut pas admettre que les autres pays décident on va aller faire la guerre par exemple, et la France dit non, pas du tout, et la France sera obligée d'y aller. Enfin, c'est un domaine, je parle de la guerre, mais c'est dans plein d'autres domaines. Donc pour moi, en effet, il est absolument nécessaire, c'est pour ça que je suis également contre l'élargissement, parce que déjà à 27 c'est compliqué, alors si on est 28 ou 32, ça sera encore plus compliqué, j'allais dire. Et donc, dans lequel les poids des petits pays pèsent très lourd face à des pays dont la puissance économique est quand même plus importante. Donc, pour moi, la majorité qualifiée, dans certains domaines, oui, mais dans les 3 domaines que je viens de citer, que ce soit la défense, les affaires étrangères et la fiscalité, ça doit rester du domaine souverain. Allez, on va continuer à parler d'Europe, car plus récemment, l'Union européenne a vécu un nouveau coup dur. C'est le président américain qui a imposé des tarifs douaniers sur de nombreux produits européens exportés vers les États-Unis. Un accord négocié par la présidente de la Commission européenne avec l'administration américaine fixe ces nouveaux droits de douane à 15%. Les explications de Julien Bigard pour France Télévisions. Donald Trump va imposer ses droits de douane au monde et ils vont lui rapporter des milliards. L'Europe, elle, a signé, mais quel accord sera appliqué? Les États-Unis ont imposé une taxe de 15% à partir du 7 août sur la grande majorité des marchandises européennes. Mais il y a des exceptions. L'aéronautique et certains produits de chimie s'en tirent bien. 0%, aucune taxe à payer. Pour le cuivre ou l'aluminium, en revanche, le taux monte à 50% pour l'instant. Oui, c'est un coup dur dans le sens où les niveaux de droits de douane qu'on voit actuellement mis en place par les États-Unis, on les avait plus vus depuis un siècle. Donc c'est vraiment une rupture très forte. Après, c'est une mauvaise nouvelle, mais on n'est pas sur un scénario de crise ou de récession. Est-ce que les autres pays s'en tirent mieux que l'Europe? Notre voisin suisse, pas vraiment. 39% de droits de douane. Ce producteur de fromage tête de moine a pris un coup sur la tête en apprenant la nouvelle. Quand ces droits de douane de 39% sont tombés, c'était vraiment un gros coup de massue pour nous qui exportons aussi la tête de moine aux États-Unis. Celui qui s'en sort le mieux, le Royaume-Uni, 10% seulement, inférieur à ce qu'a obtenu l'Europe. Donald Trump aura dicté les règles du jeu à tous, imposé ses conditions commerciales au monde entier. Voilà, alors l'Union européenne, ça reste quand même la première puissance commerciale au monde. Elle contribue à plus de 22% du PIB mondial. Elle est le principal exportateur de marchandises et de services commerciaux. Est-ce que c'est cela qui permet d'expliquer le fait que Donald Trump a voulu imposer des tarifs douaniers, des droits de douane? Est-ce que c'est au nom de cette raison que le président américain s'en prend régulièrement à l'Europe? Pour Trump, l'Europe est un obstacle et quelque chose qui les gêne énormément. C'est un obstacle parce que Trump veut réorganiser le monde selon des rapports de force qu'il lui voit uniquement avec Moscou et Pékin. Et donc la présence d'une puissance commerciale, économique et potentiellement d'une puissance tout court, ça va absolument contre la vision du monde de Donald Trump. Donald Trump a dit que l'Europe a été créée pour arnaquer les États-Unis. Je vous rappelle que le projet européen est né sur la base du plan Marshall, encouragé par les États-Unis, justement parce que les États-Unis nous ont aidés après la Deuxième Guerre mondiale, mais nous ont encouragés aussi à faire en sorte que ce qui s'est passé en 2 guerres mondiales ne se passe plus. Donc, ça pas seulement, c'est un faux historique. Et l'Europe renvoie à ce que les États-Unis étaient. La démocratie libérale, les droits fondamentaux. Les discours de Vance, c'est un discours, celui des vice-présidents américains, c'est un discours qui va frontalement contre ce que nous représentons. Les valeurs. C'est pour cela que je crois que Ursula von der Leyen aurait dû être beaucoup plus exigeante, beaucoup plus dure dans la négociation sur les accords commerciaux. Elle a dit qu'elle l'a accepté parce que ça allait assurer stabilité et prévisibilité. Quelques jours après, Trump nous a menacé de nouvelles sanctions si on applique nos lois numériques. Donc je crois que de ce point de vue, c'est impératif. Anna Miranda, pour vous, ces 15% de droits obtenus par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, c'est une bonne négociation ou est-ce que c'est une négociation très insatisfaisante ?
C'est très... on ne donne pas la satisfaction aux citoyens européens. C'était une soumission totale, un servilisme total. Et c'est les sociétés, quand on parle avec les paysans de viande de Galice, les producteurs de vin de France, quand on parle avec l'industrie métallurgique, on a, par exemple, à Vigo, ma ville, on a la principale industrie automobilistique, aussi la construction des bateaux. Et les gens sont très préoccupés. C'est la compétence commerciale exclusive de l'Union européenne. Mais Mme von der Leyen, je pense qu'elle a été trop servile. Trop servile. Et c'est ça l'opinion publique dans les passés Eurobaromètres. Christophe Gomard, c'est le mot que vous employeriez aussi, que vous employeriez aussi, trop servile. Je parlerais même de capitulation. Quand on pense qu'elle a dit qu'on allait acheter pour 750 milliards d'euros d'hydrocarbures américains, on doit acheter encore plus d'armes américaines. Je veux dire, c'est une Mais vraie... comment vous l'expliquez, cette capitulation? Enfin, je reprends votre terme. Je n'en sais rien. Comment vous l'expliquez? Je n'en sais rien. Pourquoi? Mais c'est tout le problème, c'est qu'elle a pris des décisions, malheureusement, dans lesquelles personne n'est en fait d'accord. Quand j'entends mes deux autres collègues, en fait, qui sont de partis différents, en fait, on a tous une vision très négative sur cet accord, qui, de mon point de vue, n'en est pas un. Et comme le disait Sandro Gozi, elle parlait de stabilité. Dès le lendemain, ou deux jours après, ils nous attaquaient sur d'autres problématiques. Donc, c'est absolument pas stable. Donc, on n'a rien gagné. Je pense qu'elle dit, je ne veux pas rentrer dans une guerre commerciale. Mais nous sommes dans une guerre commerciale. Il faut arrêter de faire du déni. Nous sommes dans une guerre commerciale avec les Américains qui veulent, non pas la destruction de l'Europe, mais la division et imposer leur propre matériel, automobile, etc. Eh bien non, on a tous les moyens en Europe. On est à 450 millions d'habitants. Ils sont 350 millions aux États-Unis. Je pense qu'économiquement, on peut être plus fort. Pour ça, il vaut mieux s'organiser, en effet. Allez, je vous propose de partir à Bruxelles pour retrouver la correspondante de la RTS, la radio-télévision suisse, Isabelle Horry. Merci d'être avec nous. Alors Isabelle, est-ce que côté suisse, Isabelle, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui a un partenariat avec l'Union européenne, est-ce qu'on fait la grimace en se disant finalement, si on était un peu plus proche de l'Union européenne, on aurait peut-être des tarifs à 15%, là où la Suisse est à 39%. C'est énorme. Côté suisse, on aime bien, au contraire, se profiter du fait de ne pas être dans l'Union européenne, parce que souvent, c'est un avantage qui permet d'obtenir un statut un peu de niche. Et c'est vrai que là, sur cette question des droits de douane, ça a été un énorme choc, parce que, comme l'ont rappelé vos invités, l'Union européenne, c'est quelque chose que Trump attaque régulièrement. Et donc, la Suisse pensait, au contraire, beaucoup espérait que, finalement, elle aurait un traitement de faveur par rapport à ses voisins européens. Donc ça a vraiment été très dur. Alors, à l'heure qu'il est, il y a eu des voyages aux États-Unis de plusieurs membres du Conseil fédéral, le gouvernement suisse, et pour le moment, toujours pas d'espoir que ça s'arrange. Et finalement, la Suisse, elle est dans le collimateur aussi parce qu'elle a un énorme excédent commercial avec les États-Unis, comme les Européens finalement. Et quelque part, sans être dans l'Union européenne, cette fois, on peut dire qu'elle est logée à la même enseigne et peut-être même un peu pire que ses voisins. Alors Isabelle, vous restez avec nous, on va vous retrouver un petit peu plus tard. Encore une question. L'euro a gagné 13% depuis le début de l'année 2025. Il est désormais à 1,17 $, ce qui pénalise les sociétés européennes qui exportent partout dans le monde. Finalement, qu'est-ce qui pénalise le plus l'économie européenne aujourd'hui? Les tarifs douaniers ou cet euro fort? Alors ça, je ne suis pas vraiment économiste pour répondre à cette question. Non, je pense que les tarifs douaniers gênent. Très honnêtement, on a parlé des viticulteurs, on a parlé des agriculteurs, on a parlé de l'industrie métallurgique, l'industrie automobile. On voit bien que... Et puis j'allais dire, également, l'Europe met trop de contraintes pour nos propres entreprises. C'est-à-dire qu'il y a trop de règles, de règlements, de directives qui gênent nos entreprises. Et je trouve qu'il faut redonner de la liberté à toutes ces entreprises pour leur permettre d'être plus libres d'exporter, en effet, de fabriquer et d'exporter, parce qu'on a une vraie capacité commerciale en Europe. Dans les pays européens, il y a des pépites, sincèrement. Il y a des ingénieurs superbes, on a des agriculteurs, des vins, que ce soit en Espagne, en Italie ou en France. Sincèrement, on a des vraies capacités, on a des vrais potentiels. Donc oui, arrêtons de nous mettre nous-mêmes des freins ou des boulets aux pieds, libérons ces entreprises,
de façon à permettre d'exporter plus. Sandro Gozzi, vous pensez aussi que cette Euroforce, ça pénalise l'économie européenne? Il y avait ces mots de l'économiste Jean-Christophe Café qui dit « l'Europe se périphérise sur le plan économique ». Je crois que sans doute la déstabilisation, les désordres commerciaux internationaux que Trump est en train de provoquer ne va absolument pas de l'intérêt de l'Europe. Parce que nous avons des grandes puissances exportatrices et parce que nous avons intérêt, nous avons travaillé pour réorganiser au niveau commercial le monde. Et aujourd'hui, personne ne respecte les règles de l'Organisation mondiale du commerce, même pas von der Leyen, parce que l'accord qu'il a fait en Écosse avec Donald Trump, selon moi, viole certaines règles de l'OMC. Donc sans doute, cet aspect-là ne nous favorise pas. C'est la prérogative de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, d'évaluer les taux de l'euro. Je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui véritablement de danger d'inflation inflationniste et il y a besoin de stimuler davantage les investissements. Mais pour faire cela, la véritable réforme que nous devons faire en Europe, c'est finalement créer cette union des capitaux et des investissements parce qu'il y a trop de capitaux qui vont hors de l'Europe, qui vont à la bourse de New York parce qu'on n'a pas assez un marché boursier, financier intégré pour rendre intéressant les investissements dans les continents européens. Et c'est ça que nous devons absolument faire. Ça fait 10 ans qu'on discute de l'union des capitaux. Maintenant, il faut absolument réaliser. C'est aussi le message que Mario Draghi, dans son rapport, a donné. Et il insiste. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore assez bougé dans cette direction. Il y a aussi un autre sujet dont on a pris conscience, notamment lors de l'invasion russe en Ukraine, c'est le thème de l'énergie. On voit que, par exemple, les entreprises allemandes, italiennes payent leur électricité 60 à 70% plus cher que leurs homologues espagnols. On a l'exemple de la France aussi qui produit beaucoup d'énergie et qui paye une électricité finalement beaucoup plus élevée, au prix beaucoup plus fort que ce qu'elle le produit. Ce dossier d'énergie, Anna Miranda, c'est un dossier important dont l'Union européenne doit s'emparer très rapidement aussi. C'est hyper important. Je vais vous donner l'exemple de la Galice, que c'est incroyable, parce que nous sommes producteurs d'énergie hydroélectrique, nous sommes producteurs d'énergie vraiment éolienne, et tous les capitaux, tous les bénéfices ne vont pas pour notre nation, sinon qui vont pour Madrid, parce que les matrices des entreprises, la plupart sont au centralisme. Donc, on est des producteurs d'énergie et on paye plus que dans le reste de l'État. Donc, on a un intérêt d'avoir une autonomie stratégique. Mais à ce moment, on a des projets très, très forts qui ne sont pas consultés avec les communautés locales aussi. Donc, il y a un intérêt extractiviste de l'Union européenne aussi, mais qui n'est pas consulté avec les nations et régions. Ce sujet du prix de l'énergie, c'est aussi un sujet qui clive au sein des électorats, qui dresse une partie de l'électorat européen contre cette Union européenne. Oui, parce que on a réussi finalement à avancer sur le marché de l'énergie, mais même les marchés uniques de l'énergie n'étaient pas assez intégrés. Et on a au contraire intérêt à être ensemble, parce que s'il y a une coupure électrique dans un pays, les systèmes européens permettent de donner l'électricité, l'énergie dont ce pays a besoin dans notre pays. Donc c'est aussi un système de compensation de solidarité. Vous parliez de l'Allemagne et de l'Italie et du prix plus élevé que la France. Là, en ce moment, peut-être Anna ne sera pas d'accord, mais c'est les choix nucléaires. Les Allemands, les Italiens ont renoncé au nucléaire. Ils ont tout misé sur les gaz russes. Du moment où les gaz russes n'est plus là, ils se retrouvent avec des prix de l'énergie beaucoup plus élevés. Donc, au mois de la transition, il faut absolument intégrer, comme on a décidé de faire au niveau européen aussi, l'énergie nucléaire. Alors, dans ce contexte, dans ce grand chaos, justement, il y a une question qui se pose. Est-ce que l'Europe doit se tourner vers de nouveaux partenaires, peut-être même outre-Atlantique? Un exemple avec le Canada, depuis quelques mois, depuis les déclarations de Donald Trump, qui veut faire de son voisin le 51e État américain, eh bien, le Canada regarde vers l'Est, vers l'Europe en l'occurrence. Une partie des Canadiens, vous allez voir, serait même favorable à ce que le pays à la feuille d'érable devienne le 28e État membre. Décryptage de Jean-Sébastien Cloutier pour Radio-Canada. Le Canada, 28e membre de l'Union européenne. Évoquer l'idée aurait paru loufoque, mais Donald Trump est arrivé. They've been very nasty to us on trade. I would love to see Canada be the 51st state.
L'allié de toujours devenu plus hostile, le Canada a intérêt à consolider ses liens outre-Atlantique. C'est plus important que jamais pour le Canada de renforcer ses liens avec nos alliés fiables. Ce n'est pas une idée farfelue, c'est une idée qui est assez réaliste, mais dont les gens sous-estiment probablement le défi qu'elle représenterait. Dans un sondage pan-canadien, 44% des répondants ont dit que le pays devrait songer à joindre l'Union européenne. 34% étaient contre, près du quart étaient indécis. Ça serait de se renforcer, de faire face aux États-Unis. Alors, je pense que ce serait une bonne chose qu'on soit tous ensemble avec l'Europe. J'imagine qu'on a peut-être plus de choses en commun avec eux, même si ce n'est pas nos voisins géographiques. Fait que c'est sûr que ça leur a l'air un peu farfelu, mais en même temps, on ne sait plus si les États-Unis, c'est vraiment nos amis. Ça veut dire qu'il n'y a aucune frontière tarifaire ou non tarifaire à la libre circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes dans tout l'espace européen. Mais entre souhaiter une adhésion à l'Union européenne et la concrétiser, la marche est haute et le processus complexe. Il faut adopter toute la législation et tous les règlements qui existent dans l'Union européenne depuis 1957. Le système de gestion de l'offre, si cher au Québec pour protéger les marchés agricoles, serait ainsi remplacé par la politique agricole commune de l'Europe, les normes du travail, des décisions de la Cour européenne et l'euro comme monnaie plutôt que le dollar sont quelques exemples qui changeraient complètement le Canada. Une adhésion du Canada à l'Union européenne, c'est un horizon qui ne pourrait se réaliser, si les gens le souhaitaient, que sur 10, 15 ou 20 ans. C'est bon, merci. Bravo. Député des Français pour l'Amérique du Nord, Roland Lescure a participé le 17 mars à la rencontre avec Mark Carney et Emmanuel Macron. Il y a un océan entre nous et donc on imagine mal le Canada entrer formellement dans l'Union européenne, en tout cas pas à un horizon que je verrais moi vivant. Mais politiquement, évidemment, ça a beaucoup de sens aujourd'hui, vu la recomposition politique qu'on a dans le monde, avec des États-Unis qui se referment sur eux-mêmes. Il aime rappeler que les produits intérieurs bruts du Canada, de l'Europe et du Royaume-Uni réunis équivalent à celui des États-Unis. On n'a pas à rougir, on est forts ensemble. Ce qu'il faut, c'est d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on souhaite faire, sur le fond, des partenariats économiques, des partenariats de recherche, des partenariats politiques. Et puis ensuite, qu'on voit comment les mettre en œuvre de manière concrète. Mais c'est évidemment possible sans signer un traité d'appartenance du Canada à l'Europe. Le Royaume-Uni, la Norvège, la Suisse et la Turquie ont tous un partenariat particulier avec l'Union européenne sans en faire partie. On pourrait choisir l'économie, la réglementation, se rapprocher de la réglementation environnementale européenne ou sur la sécurité, par exemple, des produits pour faciliter nos échanges. Mais il est peu probable que le Canada accepte un jour la libre circulation des personnes entre l'Union européenne et le Canada. Les Canadiens qui rêvent d'avoir un passeport européen devront sans doute l'oublier. La meilleure manière de devenir européen, vous savez ce que c'est, hein ? C'est d'épouser un Européen ou une Européenne. Donc l'amour n'a pas de frontières, lui. Donc voilà. Le couple canado-américain en crise, il faudrait peut-être trouver d'autres partenaires. Voilà donc le Canada, 28e État membre de l'Union européenne. Ça peut prêter à sourire, hein ? Mais qu'est-ce que ça vous inspire, Christophe Goma ? Je pense que pour l'Europe, c'est important de trouver d'autres partenaires que seuls les États-Unis ou que la Chine. Et je pense que le Canada est un bon partenaire, en effet. Je pense que l'Inde pourrait être un excellent partenaire, et donc avoir des accords UE-Inde, accords UE-Canada, me semble aujourd'hui indispensable. C'est-à-dire d'élargir un peu les capacités pour l'Union européenne de commercer, de dialoguer, de faire des échanges avec ces pays-là. Anna Miranda, vous êtes d'accord, il faut se tourner notamment vers les BRICS, hein, oui, bien sûr, je suis totalement d'accord qu'il y a une possibilité vraiment élargie et avec égalité. Et le Canada qui ne soit pas un pays de l'Union européenne, je ne pense pas. Non. Parce que ils sont de son autonomie, ils sont aussi de la question du Québec. En fait, les Québécois ont aussi sa particularité, ses droits particuliers aussi. Et je les vois vraiment dans la pêche. Ouais. S'ils viennent à l'Union européenne, on va avoir un problème avec les Galiciens parce qu'on pêche dans les mêmes... il va y avoir beaucoup de problèmes en termes d'agriculture, c'était les flétans, c'était la guerre du flétan à l'industrie. Ah oui, la guerre du flétan, oui. Oui, la guerre du flétan, c'était entre nous. Mais...
Sandro Gozzi, est-ce que l'Union européenne se tourne assez vers notamment l'Afrique, parmi les pays des BRICS, dont on promet un bel avenir au niveau économique, qui font déjà partie des pays qui comptent d'un point de vue économique. Il y a notamment par exemple l'Afrique du Sud, pour ne citer qu'elle. Est-ce que l'Union européenne va suffisamment vers son sud? Pas assez, et c'est un paradoxe parce que nous sommes les premiers contributeurs au développement africain. Nous sommes très présents. Mais au niveau stratégique, on est en ce moment beaucoup moins influent que d'autres concurrents comme les Indiens, et malheureusement dans le domaine de la sécurité et des stabilisations, les Russes, mais même les Américains, même les Brésiliens. Et je crois que ceci est dû à deux raisons. La première, dans les débats, désormais, l'Afrique est de plus en plus vue comme source d'immigration. Et donc, on met les débats africains uniquement sous l'angle ils doivent coopérer avec nous pour démanteler les trafiquants des êtres humains et pour reprendre les débutés du droit d'asile, ce qui est absolument vrai, mais uniquement présenter la relation à l'Afrique de ce point de vue nous fait perdre de l'influence, alors qu'on aurait tous, on aurait tous les moyens pour être un acteur fondamental, parce que moi je crois que la géopolitique, ça se joue aussi sur des verticalités, et notre verticalité c'est avec l'Afrique, comme pour l'Australie c'est avec l'Asie. Les Australiens se méfient des Chinois, mais ils savent que leur terrain de jeu principal c'est là-dessus. Nous devrons faire la même chose, et après il y a encore des compétitions entre les gouvernements européens qui ne mènent nulle part. Giorgia Meloni maintenant parle d'un nouveau plan pour l'Afrique, mais les faits en claire compétition contre la France. Et je crois que c'est exactement la meilleure façon pour échouer dans notre stratégie qui doit être européenne, commune, parce que nous avons tous des passés coloniaux, et nous présenter comme un nouveau partenaire sur un pied d'égalité avec les Africains, on peut le faire seulement à travers l'Union européenne. Allez, on va revenir sur le continent. Une petite... Oui, simplement, sur cette question sur l'Afrique, je pense aussi que si nous ne prenons pas la part en égalité, c'est les Chinois qui sont là. Ou les Russes. Surtout. Et je le vois dans le domaine de la pêche, que c'est aussi une de mes commissions ici, et spécialité c'est pour l'origine d'où je viens. Et les bateaux et toutes les grandes entreprises aussi de poissons en Namibie, en Sud-Afrique, sont achetés maintenant avec les Chinois. Et avant, c'était un champ des Européens. Donc, on les laisse aussi. Et il faut faire des partenariats, je suis d'accord avec M. Gozzi, en égalité. Voilà, alors on va revenir un peu sur en Europe, en tout cas sur le continent européen. Et on va retrouver Isabelle Horry, qui est la correspondante de la radio-télévision suisse à Bruxelles. Alors Isabelle, est-ce que les Suisses se disent tout d'un coup, finalement, est-ce qu'on ne serait pas mieux? Est-ce qu'on ne devrait pas rejoindre l'Union européenne? On sait que c'est un partenaire incontournable de l'UE. Alors oui, il y a des liens assez étroits, mais alors vraiment aucune envie côté suisse de rentrer dans l'Union européenne. Il y a même presque plus de sondages sur ce sujet, parce que vraiment le pourcentage de Suisses qui voudraient adhérer à l'Union européenne est vraiment très très bas, entre 10, 15, peut-être 20% au maximum dans les enquêtes, les rares enquêtes qu'on peut trouver. Le rapport à l'Union européenne, il reste complexe malgré ce monde que vous décrivez, et même si en Suisse on sent bien qu'on est au cœur de l'Europe, il n'y a pas tellement envie d'adhérer, sachant que la Suisse a déjà des liens. Par exemple, la Suisse a la libre circulation des personnes, la Suisse appartient à l'espace Schengen, elle a accès à une partie du marché unique. Et là, il y a eu des négociations ces dernières années, des négociations très très difficiles pour essayer de rapprocher davantage la Suisse de l'Union européenne. D'abord, la Suisse a claqué la porte à un moment de ces négociations, il y a 4 ans. Désormais, il y a un résultat de négociation, mais vous savez, en Suisse, il va devoir sans doute être soumis au peuple. La Suisse est le pays d'Europe qui a voté de loin le plus sur les sujets européens. Et ce n'est pas facile de convaincre les Suisses que c'est intéressant de se rapprocher de l'Union européenne. Une question sur... on parlait tout à l'heure du Canada. On a vu que le Canada cherchait à réduire sa dépense militaire aux États-Unis en s'approvisionnant davantage en Europe. Est-ce qu'au fond, les pays européens ne devraient pas en faire autant? Alors, je vous regarde. Peut-être pas côté français,
Mais est-ce que les pays européens ne devraient pas non plus se tourner beaucoup plus vers du matériel européen, de l'équipement européen? Est-ce qu'on doit établir un sujet de préférence européenne? Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, même dans les marchés publics, on travaille maintenant au Parlement européen sur la révision des marchés publics. On veut introduire dans les marchés publics même le Buy European Act, une préférence européenne dans des domaines stratégiques. Et selon moi, évidemment, il y a une approche spéciale, particulière pour la question de l'industrie de la défense. Tout d'abord, il faut produire plus en européen pour pouvoir acheter plus en européen, on le disait avant. C'est pour cela que nous devons pousser avec les nouveaux programmes SAFE européens pour développer une véritable industrie de la défense européenne à travers des consortiums, à travers des projets communs. Secondo, il faut offrir aussi une alternative stratégique. Parce que vous savez, quand on critique les Polonais parce qu'ils achètent américains au lieu d'acheter français, il faut dire que quand ils achetaient américains, jusqu'à Donald Trump, ils n'achetaient pas seulement un hélicoptère, ils achetaient un parc de sécurité, une assurance de sécurité. Aujourd'hui, évidemment, nous devons donner cette assurance de défense et de sécurité en tant qu'Européens. Et c'est ça l'intérêt, c'est là que le développement économique de l'industrie de la défense européenne est lié à la promotion de ces projets d'intégration et de sécurité dans lesquels les Canadiens pourraient participer. Parce que c'est vrai que c'est difficile qu'ils soient membres de l'Union européenne, mais à des projets de coopération permanents et structurés dans le domaine de la défense, les Norvégiens, les Britanniques, les Canadiens ont déjà leur place et leur ont de plus en plus. Et justement, on va retrouver Isabelle Horry. Isabelle Horry, la Suisse, elle a augmenté aussi son budget militaire. Elle a notamment acheté des F-35 américains. Est-ce que la Suisse se dit, finalement, on devrait peut-être faire comme les Canadiens? On aurait peut-être dû, ou on devrait peut-être changer de modèle d'avion, on devrait peut-être changer, rompre notre contrat. Est-ce que c'est un débat qui a cours du côté de Berne? Alors c'est un débat qui a vraiment qui a eu beaucoup d'importance ces dernières semaines, ces derniers mois, mais c'est un débat qui a finalement été tranché par le Conseil fédéral, le gouvernement suisse, qui a décidé de ne pas revenir sur sa décision d'acheter les F-35. Alors évidemment, s'il fallait prendre cette décision maintenant, peut-être que le gouvernement ferait un autre choix, mais c'est un peu compliqué parce que le contrat a été signé, le peuple suisse a voté pour valider l'achat de ces F-35. Donc évidemment, il y a beaucoup de critiques aussi parce que ces avions vont coûter beaucoup plus cher que ce qui avait été budgété par le Conseil fédéral. Beaucoup de critiques, mais difficile de revenir sur ce choix. Alors du coup, la Suisse essaie de compenser un peu en se disant que il va falloir conclure peut-être, elle espère peut-être conclure un partenariat de sécurité avec l'Union européenne. On sait qu'il y a beaucoup en ce moment de mouvements dans la défense européenne et des opportunités pour les industriels de la défense. Et comme l'industrie suisse de la défense ne veut pas rester complètement en dehors de tout ça, et comme la Suisse veut aussi pouvoir acheter des armes européennes, il y a des discussions préalables qui sont en cours avec l'Union européenne autour de ça. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Horry d'avoir été en duplex depuis Bruxelles pour nous tout au long de cette émission. Merci beaucoup Isabelle Horry. Merci. Je vous propose à présent de nous intéresser à un autre secteur, le secteur de la recherche. On va parler donc de l'attractivité de l'Union européenne. Les 27 ont débloqué 500 millions d'euros afin de faire un pôle mondial d'attraction pour les chercheurs. Une Europe qui espère bien profiter des mésaventures des chercheurs américains. Alors Donald Trump serait-il en train finalement de rendre service aux Européens? On regarde le reportage de Loïc Delacour et Christelle Gemme pour Mise au point sur la RTS. À peine revenu dans le bureau ovale, ce début d'année, Donald Trump a lancé une guerre anti-science. Il a signé décret sur décret, plafonnant notamment le financement à des programmes de recherche. Conséquence, un chaos dans le monde scientifique, avec des milliers de licenciements. What is going on now is going to affect the Boulder community at large, its economy, its sense of itself. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump déroute les scientifiques américains. Lors de son premier mandat, en 2020, il annonçait la couleur en s'exprimant sur le réchauffement climatique après des incendies en Californie. Science is going to be key because if we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management, we're not going to succeed together protecting Californians. Okay, it'll start getting cooler.
You just watch. I wish science agreed with you. Well, I don't think science knows, actually. Millie Chapman a fait le choix de quitter l'Amérique quelques mois avant le retour de Donald Trump au pouvoir. Ce sont les opportunités offertes par notre pays qui l'ont principalement motivée. Mais elle était aussi très inquiète par les possibles répercussions d'une élection du républicain sur son futur de scientifique. Ce n'est pas comme si j'avais pu prédire que ce serait une nouvelle administration Trump et qu'il y aurait tous ces décrets signés si rapidement, de manière si abrupte et avec un si grand coût pour notre communauté scientifique. Et en même temps, c'est pas comme si c'était jamais arrivé aux États-Unis. C'est ici que Millie commencera son travail de professeure assistante en juillet, à l'École polytechnique fédérale de Zurich, dans le département d'Anthony Patt. Lui-même est américain, mais vit en Suisse depuis 2013. Je suis horrifié par ce qui se passe aux États-Unis et je suis profondément inquiet de ce qui pourrait encore arriver. Le narratif de Trump, c'est qu'il y a un groupe d'élite globale qui sont là pour détruire les États-Unis et que lui va défendre les Américains face à cette menace. Et les universités représentent ces élites. En conséquence de cela, une quantité impressionnante de personnes vont souffrir. Pas juste les personnes des universités, mais aussi les personnes qui bénéficient de ce que la science fait et de ce qu'elle apporte concrètement pour améliorer nos vies. Donc je suis juste triste. Face à cette crise majeure de la recherche américaine, certains veulent faire de l'Europe une terre d'asile scientifique. En France, l'université d'Aix-Marseille a été la première à lancer un programme d'accueil d'urgence. L'université d'Aix-Marseille a débloqué 15 millions d'euros pour accueillir des chercheurs américains. Avec nous pour en parler, le président de l'université d'Aix-Marseille, Éric Berton, bonsoir. Bonsoir. On a choisi de lancer, de montrer à nos collègues américains qui ont été stupéfaits par la violence, on va dire, de ces coupes budgétaires, leur montrer qu'il y avait en Europe des collègues qui pensaient à eux et qui pouvaient leur offrir une solution, une petite lumière, cet obscurantisme scientifique qui se met en place outre-Atlantique. Les portes commencent donc à s'ouvrir dans les hautes écoles européennes. 2 universités de Bruxelles se sont déclarées favorables à des postulations américaines pour une trentaine de postes de chercheurs. La purge dans les universités américaines ne fait pas que fuir les cerveaux, mais concerne aussi directement les recherches menées en Suisse. Car les États-Unis en soutiennent financièrement un grand nombre. À l'EPFZ, on en compte 14 à hauteur de 2,5 millions de francs par an. L'EPFL a lancé 5 projets en 2024, avec 1,2 million de francs reçus. Et à l'Université de Genève, ce sont 7 projets de recherche financés pour un total de 2,5 millions de francs. La menace plane sur ces financements, d'autant que l'EPFZ a reçu un questionnaire de l'administration Trump demandant des informations, comme l'a révélé le journal NZZ am Sonntag le 16 mars. La Haute École nous l'a confirmé par écrit. L'autre impact concerne les données scientifiques provenant des États-Unis. Depuis sa mise en place en janvier, le gouvernement Trump supprime en masse des informations concernant la diversité, le genre et le climat. Selon des archivistes indépendants, sur le site du gouvernement américain proposant des données ouvertes, près de 2300 bases de données ont ainsi disparu entre le 20 et le 23 janvier dernier. Depuis son laboratoire à l'Université de Lausanne, Nathalie Chèvre est une experte reconnue des micropolluants et de leur impact sur la santé. Je suis très inquiète par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, on a l'impression qu'ils n'appliquent pas tellement les politiques environnementales, mais il faut savoir qu'ils sont précurseurs sur beaucoup de choses. Après le livre de Rachel Carson sur les pesticides, ils ont vraiment été en avance au niveau science sur tout ce qui est toxicité environnementale. Et par exemple, sur les perfluorés, ces fameux polluants éternels dont on entend beaucoup parler maintenant, ils ont 10 à 15 ans d'avance sur nous. Moi, je me base sur leurs données pour mes cours ou quand je donne des conférences. Donc c'est vrai que de voir disparaître tout un pan d'informations, ça m'inquiète parce que si je ne l'ai plus, ça veut dire que c'est des données qui sont perdues et c'est des informations que je devrais aller rechercher par moi-même. Avec ses collègues, la scientifique s'attelle donc à trouver des solutions pour sauvegarder les bases de données américaines en lieu sûr, au cas où elles disparaîtraient. Mais le problème, c'est que les ressources en Suisse et en Europe sont aussi toujours plus faibles.
Effectivement, aux États-Unis, c'est massif, les copias, et ça se voit, c'est communiqué par les médias, ça fait peur. Mais plus insidieusement, en Europe, en Suisse, on soutient aussi de moins en moins la recherche. Ça veut dire moins de projets qui seront acceptés et aussi moins de personnes qui seront formées. Parce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas juste des projets, c'est aussi la formation de la génération future qui sera là pour régler d'autres problèmes que ceux qu'on est en train de régler nous. Au final, la pression toujours plus grande sur les budgets alloués aux universités, aux États-Unis ou en Suisse, risque bien de toucher en premier lieu les jeunes chercheurs. Anthony Pat, qui accueillera bientôt Millie, est inquiet pour eux. Si j'étais bien plus jeune au début de ma carrière, avec 30 ans de moins, je serais inquiet de la compétition qui augmente pour les emplois. Premièrement parce que les financements en Suisse sont coupés en ce moment. Et peut-être pas qu'en Suisse, mais partout à travers l'Europe où les priorités en termes de budget changent. Et deuxièmement, parce que la concurrence augmente avec des gens qui arrivent des États-Unis. Je pense que c'est un moment très difficile pour être un jeune scientifique actuellement. Je m'attends à ce qu'il y ait plus de candidats américains, surtout maintenant parce qu'il y a de telles opportunités qui disparaissent pour les jeunes scientifiques américains avec l'arrêt d'énormément de financements. Est-ce que je leur recommande de quitter les États-Unis? Eh bien, pour la carrière, j'imagine que oui. Mais en même temps, la décision de quitter son pays pour aller dans un nouveau, et peut-être pour toujours, c'est la plus grande décision que vous pouvez prendre dans votre vie. Sur le front de mer de Santa Barbara, Millie ne sait sans doute pas encore si elle a pris la plus grande décision de sa vie. Voilà, retour sur le plateau d'Objectif Monde, ici au Parlement européen. Question à vous, Sandro Bozzi. L'Union européenne a débloqué 500 millions d'euros pour attirer les chercheurs américains. Est-ce que finalement, ce n'est pas autant d'argent qui ne va pas être investi dans la recherche et dans les chercheurs européens? En même temps, elle a proposé de doubler les budgets. On a proposé de doubler les budgets pour la recherche Horizon. Et la recherche, la compétitivité, l'innovation, ce sont une des grandes priorités du nouveau budget européen. Donc on fait les deux et on peut faire les deux. Je crois que Choose Europe for Science est une très belle initiative. Tout d'abord, nous avons intérêt à attirer des talents. Et s'il y a des talents américains qui veulent venir en Europe, vu qu'ils ne sont plus les bienvenus là-bas, regardez comme Catherine Calvin, cette chercheuse expert des climats, a été licenciée de façon honteuse aux États-Unis. S'ils veulent venir en Europe, on a tout à fait intérêt. Donc on a intérêt économique, académique à les faire venir. Et c'est aussi une façon de montrer qu'en Europe, la recherche est libre. Que ça fait partie un peu du modèle européen. C'est toujours ce modèle qui était aussi américain et que Donald Trump déteste. Donc je crois que même du point de vue du message politique, d'attirer des talents et d'ouvrir nos portes aux réfugiés de la politique de la recherche américaine, c'est une bonne chose et c'est une bonne décision. L'Europe, on ne le sait pas toujours, mais elle a un joli bas de laine quand même. Hein. Elle a 400 milliards d'excédents courants, enfin une épargne de 400 milliards. Est-ce que cet argent en Miranda, il ne devrait pas être investi sur le sol européen justement pour financer la recherche, l'éducation, les secteurs industriels d'avenir, à un moment en plus où on sait qu'il va y avoir des budgets phénoménaux qui vont être mis sur le réarmement? Qu'en pensez-vous? C'est un dilemma parce que vraiment l'Europe a des besoins aussi sur les domaines scientifiques. On est pour la science, on est pour la recherche et contre le négationnisme climatique et le négationnisme scientifique qui existe partout, aussi aux États-Unis. Et donc, on a vraiment des nécessités aussi ici, mais il faut être aussi généreux et attirer du talent, mais aussi les talents que dans certaines régions intérieures d'Europe, c'était aussi exporté pour d'autres pays. Ce que vous nous dites, c'est en fait, c'est dommage, finalement, on va peut-être débloquer de l'argent qui va aider des chercheurs américains au détriment de chercheurs européens. C'est un petit peu ça? Ça peut passer, mais il faut compatibiliser, il faut être généreux aussi, mais avoir en compte aussi qu'il ne faut pas diminuer les investissements dans les instituts, dans les maladies. On a un grand problème avec l'Alzheimer, avec les maladies dégénératives. Et on voit comme les universités publiques et les centres de recherche, ils diminuent. Et qu'est-ce que le choix entre l'arme ou la science? Justement, Christophe Gomard. Est-ce que la recherche, elle ne va pas faire les frais
l'éducation, la recherche, les soins de santé Aujourd'hui, du réarmement mondial il y a un point européen. de PIB de différence entre l'argent mis dans la recherche aux États-Unis et mis en Europe. C'est-à-dire qu'il y a un point de PIB en plus pour les États-Unis, ce qui est gigantesque en soi. C'est-à-dire qu'on n'investit pas assez dans la recherche et dans le développement, en Europe en tous les cas. Et il y a deux domaines dans lesquels on doit beaucoup plus investir. C'est tout ce qui est numérique et avoir un véritable cloud souverain qui permette en effet d'être autonome, et dans l'espace. Et on voit bien aujourd'hui ces deux domaines qui sont un peu laissés pour compte, en plus de la recherche. Et je trouve que l'Europe devrait beaucoup plus investir dans la recherche. Parce que, comme le dit un intervenant, la recherche, c'est absolument l'avenir. Donc il est absolument nécessaire que l'Europe fasse un effort supplémentaire. Je ne sais pas ce qui sera en prochain. Quitte à l'épuiser dans son épargne, peut-être. Ah oui, ça me paraît nécessaire de se remettre en avance par rapport aux Américains et de ne pas tout attendre des États-Unis. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci Anna Miranda, merci Christophe Gomart et merci Sandro Gozzi d'avoir participé à cette émission Objectif Monde. Voilà, merci à vous. Et merci également aux médias francophones publics pour leur soutien. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'Objectif Monde.